Bonjour à toutes et à tous, c'est Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous une vidéo de mon collègue Félix Marcart qui a parlé avec deux de ses collègues, Christiane Savestre et Marc Joly. Je vous recommande cette conversation vivement. On y va. Bienvenue à tous, bienvenue à la Black Elephant Experience. J'arrive pas à dire Black Elephant en français, enfin avec l'accent français, c'est pas grave. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je suis extrêmement heureux de recevoir Christian et Marc, Christian Savestre, Marc Joly. Je viens de déguster, un livre qui m'a mis une bonne baffe dans le sens où j'avais besoin de le lire, une bonne baffe parce que j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur des auteurs que je ne connaissais même pas, honte à moi. Et puis parce que, c'est un objet, ce livre, qui s'appelle, «Pour en finir avec le déni». C'est un objet qui pose, pour une fois, la le problème, mais aussi donne un peu la solution. Ça, c'est rare et ça fait du bien. Bienvenue messieurs. Merci. Merci. Alors, bon, il y a j'ai 1000 trucs qui me sont passés par la tête en lisant. Je trouve que vous formez un duo, ce texte à 4 mains est un objet littéraire. C'est pas forcément, le cas pour, un livre qui a, une dimension quand même assez, comment dire? Mmh, i ça se lit très facilement, mais c'est soutenu, disons et et puis c'est je trouve, t c'est très, très, très sérieux, académiquement, tout est référencé et cetera, mais ça reste vraiment un objet littéraire, je trouve et ouais, je me suis vraiment régalé, donc on a plein de choses à couvrir, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais vous demander ce que je demande à tout le monde. Qui vient ici. La première chose, c'est de me dire l'un après l'autre, de me parler d'une personne de votre famille ou parmi vos amis, vivante ou non, à laquelle vous pensez quand vous regardez l'actualité ou le voilà, ce moment historique. Commençons par Marc. Bah, merci. C'est pas une question facile, on se tutoie Félix? Ça Ah te oui, gêne ou oui. pas? Non, Ah, non. parce qu'on se connaît un peu. Bah, merci d'abord, pour cette invitation et pour ta lecture. Tu peux répéter la question? Bien Ah, sûr, ouais. il s'agit de me parler d'une personne de ton entourage, pas forcément d'ailleurs de ton entourage, mais disons une personne de ta famille, Mmh. ou un ami, vivant ou non, qui te vient en tête quand tu songes, quand tu regardes l'actualité, contemporaine, ce moment historique. Alors pour être franc, bah, la personne qui me vient à l'esprit là maintenant et à laquelle je pense, souvent, bah, c'est mon père qui est décédé il y a quelques années à la suite d'une longue maladie. Qui fait qu'il a perdu contact avec la réalité, bien avant 2022, l'année de son décès, et j'aurais été curieux de savoir comment il aurait, accueilli, cette opération médiatique de desserrelage qu'on subit depuis 10 ans. Enfin, il y a vraiment une montée, depuis 10 ans de la propagande, vraiment d'un rouleau compresseur médiatique, qui a un poids sur les gens et qui perturbe les psychés individuelles, et mon père qui était un homme de droite, heu, les dernières discussions politiques qu'on a dû avoir, devaient se situer vers 2000. Il a été malade assez vite, hein, et très rapidement, on n'a pas pu, discuter, mais disons, on va dire, pendant le quinquennat Sarkozy, et c'était un fan de Sarkozy. C'est un fan de Sarkozy, heu, mais en même temps, C'est c'était arrivé un à des gens très bien, Marc. sans doute, sans aucun doute. Il tombait totalement dans le panneau, quoi, et j'aurais bien aimé savoir, s'il avait gardé sa lucidité et s'il n'était pas décédé, en 2022,
ouais, comment il aurait, vu Gaza? Comment il aurait vu, tout ce qui est en train de se passer? Parce que c'était un homme, d'une très grande bonté, et qui avait vraiment un sens très prononcé de l'injustice. Il supportait pas les injustices et il avait une attirance particulière pour les un peu les écorchés vifs, les gens honnêtes, les gens sincères. Il était plein de paradoxes, hein, comme beaucoup de personnes, heu, qui ont connu une trajectoire sociale, donc typique de quelqu'un qui a une ascension sociale très forte, qui venait d'un milieu très pauvre, du Maroc. Donc ouais, excuse, j'ai peut-être été un peu long, mais là, je suis obligé de te C'est répondre fait pour pour. autant, film ça. C'est fait pour. Merci beaucoup, Marc. À toi, Christian. Écoute, je vais répondre spontanément. Je pense à plusieurs personnes en même temps, donc je ne sais pas si je peux dire lesquelles, ou s'il y en a qu'une. Bah, Il faut en immédiatement, choisir une. comment? Une? Il vaut mieux en choisir une. Eh bien, c'est mon fils aîné, qui est handicapé, cérébral et moteur, à cause d'une erreur médicale à la naissance, et il aura bientôt 48 ans. Et il est bien accueilli, il est bien soigné dans un endroit à côté de Paris qui symbolise, cette société que je rejette, puisque là où il est, donc un endroit pour les adultes handicapés cérébraux et moteurs, à gauche de cet endroit, il y a un EHPAD pour les vieux donc, et à droite de cet endroit, il y a un lieu pour, accueillir les Roms. Et à droite de ces endroits où se trouve, l'accueil des Roms, «accueil» entre guillemets, se trouve une décharge industrielle. Et à droite de la décharge industrielle se trouve le cimetière de la commune en question. Au-dessus, ce sont les avions qui décollent d'Orly et qui atterrissent à Orly, et autour, les échangeurs routiers. Et à l'intérieur du lieu où il y a des gens absolument remarquables, eh bien, ce sont des gens qui sont rejetés par l'extrême droite, voire la droite. Ben voilà, c'est tout un symbole et ça m'anime en permanence. Merci. Merci, Christian. Merci pour ce partage. Alors ma deuxième question, et je vous invite à faire bref parce que je veux consacrer le temps au livre qu'il mérite. C'est est-ce que dites-nous quelque chose que, disons, la plupart des gens, même ceux qui vous connaissent, ne savent pas de vous. Je peux pas Christian, répondre. Ouais, vas-y Christian. Pardon? vous m'avez entendu? Ou pardon, Christian. J'ai pas bien entendu, non. Alors, est-ce que tu peux me dire quelque chose que les gens ne savent pas de toi? Ben, je ne sais pas s'ils le savent pas ou si malgré tout ils l'ont deviné, mais je pense que je je cherche à je ne suis pas athée, je suis agnostique et j'ai l'espoir, je crois vraiment que quelque chose, même de l'univers fait que, bah, par exemple, j'ai rencontré Marc, sans lequel, ce que j'ai fait, n'aurait pas n'aurait pas, n'aurait pas été possible, quoi. C'est grâce à lui que finalement je peux être ici aujourd'hui. Voilà. Tu es un faux agnostique, mon cher Christian. À toi, Marc. Ouais, non, moi je vais pas répondre à cette question, mais si je devais y répondre, on aurait aussi un débat, agnosticisme, religion, morale, D'accord. sentiment d'injustice et besoin de réparation et croyance quand même en une forme de bonté, des gens et de la force des liens de solidarité. Très bien. Je me suis permis cette boutade, cher Christian, parce que je viens de l'agnosticisme, je suis devenu croyant et la différence fondamentale entre les 2 pour moi, elle est beaucoup plus simple que les gens n'imaginent. C'est que ce que j'appelais auparavant des coïncidences, je les appelle désormais des synchronicités.
Notamment, j'imagine que votre rencontre à tous les 2 figure parmi ces dernières. Voilà. Hem, alors, on va se plonger dans ce livre fascinant que vous avez commis ensemble. Je pense qu'il faut commencer tout simplement, c'est toujours une bonne idée de commencer par le début. Hem, En lisant, votre livre, moi, en fait, j'ai pensé tout de suite et en permanence à un terme qui vient de l'anglais, qui est ma langue maternelle, qui est le gaslighting. Voilà, et en fait, je voulais savoir, si d'après vous, et peut-être, on commence par toi, Marc, hem, je vais vous laisser vous diviser la réponse aux questions. Mais celle-ci, elle va sans doute plutôt pour toi. Marc, je devrais mentionner qu'on s'est rencontrés parce que lu, j'ai lu ton livre, qui s'appelle, Emmanuel Macron: La perversion narcissique au pouvoir. La Un livre pensée perverse, excuse-moi, c'est la pensée pensée perverse au perverse au pouvoir, pouvoir. pardon. La pensée Oui, c'est perverse et le grave. pouvoir. Ça m'avait beaucoup, c'est un livre qui m'a beaucoup, frappé, qui m'a beaucoup interrogé, m'a fait du bien aussi, comme celui-ci. Décidément, il y a une dimension, cathartique, dans la lecture de vos livres, de tes livres, Marc, et de celui-ci, Christian. Et donc ma question, ça sera tout simplement, est-ce que le déni, pervers est le gaslighting? Est-ce que c'est la même chose? Totalement, c'est la même chose. D'accord. Heu, ouais, Peut-être que alors tu peux alors au dé différencier pour les gens qui verraient pas ce que ça veut dire, et cetera, la différence entre le déni et le déni pervers. OK. Est-ce que je peux faire un tout petit détour avant? Mais tu peux faire tous les Ouais. dé on est là pour faire des détours. Les détours sont le chemin. Les détours sont le chemin. Je le pense aussi, donc je vais faire un petit détour. Non, pour être plus sérieux, c'est, comment je suis entré, dans, ce travail sur, on va dire, la classe dirigeante. Sachant que pendant 6 ans, j'ai enquêté sur les usages sociaux des catégories, heu, psychopathologiques ou des catégories psy, ou en tout cas d'un ensemble de catégories qui servent à qualifier ce qui se joue dans les relations et ce qui fait que les relations ne fonctionnent pas comme elles sont censées devoir fonctionner. Et il y a une attention, une sensibilité de plus en plus grande, j'ai le sentiment, à tout ce qui fait qu'une relation n'est pas ce qu'elle dit être. Et ça, depuis 20 ans, 25 ans à peu près, on peut vraiment le mesurer, hein, avec des opérations de recherche, toutes bêtes, d'analyse, textuelle, de constitution de corpus. On constate la diffusion d'un ensemble de notions qui servent à mettre des mots sur ce qui dysfonctionne dans une relation par rapport à un type de fonctionnement psychique, souvent d'ordre manipulatoire. Donc on a vu tout un ensemble de notions se développer. Relations toxiques, pervers narcissiques en France, gaslighting, déni, c'est, un mot, c'est plus complexe, hein, la diffusion sociale du mot déni, mais c'est pareil, un mot qui tend à se diffuser de plus en plus, et un ensemble d'expressions, construites avec le mot déni qu'on a tendance à utiliser de plus en plus. Donc il y a une évolution des structures sociales, des structures psychiques, des sensibilités où en gros, je suis un peu me répète un peu, mais je veux essayer de définir le plus précisément possible, le point d'entrée un peu. Il y a une sensibilité de plus en plus grande à ce qui fait qu'une relation n'est pas égalitaire, n'est pas symétrique, n'est pas, respectueuse des 2 parties prenantes de la relation. Et ça vaut pour, finalement, l'ensemble des relations. Dans nos pays, en tout cas, dits, avancés, démocrates, et cetera, mais même dans tous les autres pays et même à l'échelle des relations internationales, il y a une sensibilité générale où on est très attentif à ce que, si le droit nous dit et les pratiques nous disent que les relations qu'on entretient les uns avec les autres doivent se structurer autour d'une norme d'égalité, de réciprocité,
toute atteinte à à ce principe-là a quelque chose d'insupportable. C'est insupportable. Hem et donc gaslighting, ça fait partie de ces expressions qui se sont, diffusées, alors je ne reviens pas sur l'origine du mot, c'est un film, d'un dénommé Cukor, qui met en scène un couple où l'homme, rend sa femme littéralement folle en la faisant douter de ses perceptions, en la faisant douter de sa vision de la réalité, de sa représentation de la réalité, de la réalité de ce qu'elle vit, de ce qu'elle, expérimente, par un ensemble de procédés manipulatoires. Il joue avec les lumières et cetera et une psychothérapeute a eu l'idée de d'utiliser ce film pour construire un concept qui est, gaslighting. De mémoire, je crois qu'elle s'appelle Stern. Pareil, toxique, avant qu'une psychothérapeute qui s'appelle, Suzanne Forward, ça c'est une américaine, les 2 ce sont des américaines, avant qu'une psychothérapeute, ait l'idée d'utiliser le mot toxique pour qualifier ce qui se joue dans des relations qui sont insatisfaisantes pour une partie, qui se retrouve en but à des comportements qu'elle n'arrive pas à comprendre. Heu, donc voilà, c'est un travail qui a été fait, mais il y a quantité d'autres expressions qui ont été formées. Et c'est vraiment des choses qui se passent au cours des années 80, des années 90. En France, on a eu Harcèlement moral, qui a eu à la fin des années 90 un énorme succès et c'est avec Harcèlement moral qu'on a eu, la catégorie de pervers narcissiques qui a commencé à se développer. Alors j'en viens au déni, je vais pas oublier le déni. Le déni, c'est évidemment une notion, psychanalytique, bien connue. Et ce qu'on essaye de montrer dans le livre, à partir vraiment d'analyses textuelles très précises, c'est que c'est un mot assez paradoxal dans les usages dont il peut faire l'objet. Parce qu'il peut définir aussi bien, on va dire, un mécanisme de défense propre à des, organisations de la personnalité de type névrotique, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui peut participer du refoulement. C'est un processus par lequel on se protège de pensées insupportables, d'affects insupportables, mais on s'en protège d'une certaine manière, heu, à son propre détriment ou pour soi-même, en ne fermant pas totalement le jeu de l'élaboration du conflit, de l'élaboration de ce qui fait qu'il y a un malaise interne qu'on ressent et donc on a besoin de mettre à l'écart des pensées, des affects, des représentations insupportables, mais on ne les évacue pas de manière radicale. Donc, être dans le déni, beaucoup de victimes avec lesquelles donc je me suis entretenu quand je faisais mon enquête sur la catégorie de pervers narcissiques, disent qu'elles sont dans le déni. Mais le déni, dans la clinique et dans la théorie, psychanalytique, définit le propre du fonctionnement des pervers. De la psychose vers la perversion. Le déni avec le clivage, c'est ce qui s'oppose au refoulement. Racamier parle de repoussement, c'est ce qu'on repousse et le fait de cliver et de dénier suppose bien souvent, de projeter sur l'autre, de projeter sur l'autre. C'est-à-dire, en gros, le déni pervers, heu, qui correspond en fait au déni, propre, dans la conceptualisation psychanalytique dominante aujourd'hui, déni, clivage, perversion, c'est ça, c'est une sorte de consensus. C'est une manière de se débarrasser d'un affect insupportable, d'un conflit qu'on n'arrive pas à élaborer, d'un travail psychique qu'on n'est pas capable de faire au détriment d'une autre personne, qui va le porter sur ses épaules. Mmh. Voilà. Et la thèse générale du bouquin, et je m'arrêterai là, la thèse générale du bouquin, c'est de dire que le déni pervers, c'est aujourd'hui la stratégie de domination et l'organisation défensive dominante et qui se trouve être extrêmement rigide de, notre classe dirigeante occidentale, masculine, blanche, tout ce qu'on veut, dont le problème principal est un problème de légitimité, de légitimation de sa propre supériorité. Et ce problème-là, eh bien, elle nous en fait payer le prix. Mmh. Non, donc j'ai pas précisé ça au début. Merci, merci beaucoup Marc. Tu es quant à toi sociologue, Christian est journaliste, spécialisé dans l'évasion fiscale. Vous avez d'ailleurs ce livre est notamment,
un objet à part parce qu'il fait un truc que peu de livres font, où il y a en fait des parties qui semblent être presque des livres, séparés. En fait, ça m'a fait penser à un livre d'un de mes mentors que je vais recevoir d'ailleurs, jeudi prochain, qui est un poète américain qui a écrit un essai qui s'appelle «Le Don». Lewis Hyde, il s'appelle. Et le début, c'est une anthropologie du don, surtout dans les populations amérindiennes au 19e siècle, et ça devient ensuite une étude de la poésie de Walt Whitman et de, Ezra, Pound. Et donc c'est voilà, c'est 2 bouquins, enfin, on dirait que c'est 2 livres, et en fait non. Et votre livre est un petit peu comme ça. Il y a une enquête, une partie enquête financière, et une partie qui relève de la sociologie. Moi, j'adore cette idée, encore une fois, j'ai adoré cette idée qui est donc votre thèse, que le déni pervers n'est pas juste un mécanisme psychologique individuel, mais en fait une stratégie, de domination, à l'échelle, sociétale, en fait. Donc je reprends le terme, que vous utilisez, qui est, très fort. C'est, donc une technique de domination structurelle des oligarchies capitalistes blanches patriarcales face à leur propre déclin. Hem, je trouve ça, c'est marrant parce que un des trucs qui m'est venu en tête en lisant, c'est que moi je suis donc, je viens d'écrire un livre, je viens d'écrire un roman, mais là je viens de finir un article ce matin sur le fait que la classe Epstein, pardon, moi je suis américain, donc je dis Epstein. C'est pas pour les raisons qu'on prête à certains. Hem et donc le donc cet article, c'est sur le fait que la classe Epstein est en train d'utiliser la pédophilie pour se pour éviter d'avoir une conversation sur l'oligarchie et la médiocrité morale des oligarchies. Et je trouve que, moi, pour avoir passé, pas mal d'années, l'essentiel de ma vie adulte en fait, un peu à vendre mon âme, puisque moi, j'ai vraiment œuvré pour le grand capital. J'ai mon terrain de chasse professionnel, c'était Davos. Enfin bon, j'ai vraiment, habité, dans le ventre de la bête assez longtemps. Et on en revient. Je suis la preuve vivante qu'on on peut, on peut guérir. Mais un des trucs que je me suis dit quand j'ai commencé à regarder cette trahison, parce que moi, quand j'avais 20 ans, je lisais Le Monde Diplo, j'ai étudié, dans la fac d'Édouard Saïd, enfin, c'est pas comme si j'étais pas outillé pour, confronter, le monstre. Hem Et en fait, à un moment, j'ai décidé, j'ai pris une décision plus ou moins consciente, que parce que j'avais envie de faire la paix avec, mon père, parce que j'avais envie de faire la paix quelque part avec sa génération, j'ai décidé qu'il fallait que j'échange Le Monde Diplo contre The Economist. Et une des raisons pour ça, c'est que j'ai été gaslighté. Et la manière dont on m'a gaslighté, c'est qu'on m'a dit, en gros: «Si tu n'es pas d'accord avec le néolibéralisme, c'est parce que tu as peur d'être un des perdants. Donc c'est pas parce que tu as des vrais arguments, c'est juste parce que tu es pas assez brillant pour faire partie des gagnants du truc». Et ce truc m'a bouffé, hein, en fait, hein, parce que Mmh. j'ai vraiment cédé. Et je pense que c'est un des grands gaslighting du néolibéralisme, qu'on subit, depuis, 50 ans, de plus en plus, avec des gens qui prétendent sans arrêt, le rénover. Pour moi, c'était très frappant en tant qu'anglo-saxon de voir,
Emmanuel Macron arrivait au pouvoir en France avec un programme qui était à la virgule près du Tony Blair 20 ans avant. Je Moi, le fait qu'on nous le vende comme une sorte de révolution, j'ai trouvé ça tellement grotesque et en même temps, j'ai signé une tribune complètement idiote à l'époque, j'habitais à Londres, disant: «Si Macron est élu, je rentre au pays». Ah non, Donc c'est vrai, t'as fait ça? ah Ah ouais, oui. non mais Ah, moi tu dû me le dire, mais j'ai oublié, j'ai non, non, mais refoulé. moi, c'est juste que je suis très lent à la détente. Bon, donc qu'est-ce que, comment dire? Comment vous vous êtes, répartis les tâches? Parce que j'imagine que le sociologue a contribué au chapitre, où vous vous êtes vraiment intéressé au tour de passe-passe de Macron pour ne pas faire une déclaration, tout à fait, transparente, de ses émoluments, quand il s'est présenté et qu'en même temps, Christian, tu as contribué au reste qui est moins ton domaine d'expertise. Comment vous avez fait ça? C'est un peu partie de notre rencontre, hein, puisque on organise à Bruxelles régulièrement des rencontres avec des auteurs et comme toi, j'étais tombé sur le livre, de Marc sur, la perversion, au pouvoir et ça m'a vraiment emballé et d'ailleurs, je me souviens encore comme si c'était hier où, à la minute près, je vais chercher, Marc à l'hôtel avant d'aller, au lieu de la conférence et je me souviens, tu avais un petit carnet, et on se dit bonjour et tout de suite, bah, il y a une forme immédiate d'empathie qui se crée et Marc me demande, ce que m'inspire Macron et sans réfléchir une seconde, je lui réplique: «La répulsion». Voilà. Donc ça a commencé comme ça et puis, bah, moi, je vais enquêter sur Macron, parce que moi, j'ai baigné dans le système, pas exactement le même que le tien, mais moi, j'ai bossé, dans le domaine financier, dans des grosses boîtes, des multinationales, patati patata et donc j'ai vu tous ces gens, les grands cabinets d'audit, les cabinets de stratégie, machin, les Big Four, McKinsey, le Boston Consulting Group et je connais ces gens-là et j'ai sans doute trouvé parmi ces gens-là des gens un peu comme Macron et donc moi, la première fois que je l'ai vu même physiquement, bah, voilà, ça m'a inspiré ce sentiment et puis, bah, on a parlé sur les enquêtes que j'avais faites et cetera et puis tout ça c'est finalement, enfin pour moi, je ne sais pas ce qu'il en est demain, fait naturellement quoi, sans naturellement. Mmh. Ouais, c'est exactement, si je peux enchaîner, c'est Bien sûr. exactement ça, c'est exactement ça. Hem, Moi, je sentais que quand j'avais fait ce travail, sur la pensée perverse au pouvoir, comme beaucoup, je sentais qu'il y a un truc qui clochait dans son passé et dans ses déclarations, d'intérêt, de patrimoine et cetera. Évidemment, je sentais qu'il y avait un truc qui clochait. Il y avait quelques éléments qui étaient sortis, notamment par Roche Investigation, mais il y avait un truc logique qu'il fallait décoincer et quand, on a commencé à en discuter avec Christian avant la conférence que je devais donner à Bruxelles, où c'est vrai qu'on a tout de suite lié sympathie, je me suis dit: «Tiens, il y a un gars qui a compris. Il y a un gars qui a compris et ça y est, je suis persuadé qu'il a raison». Parce que, parce que c'était une réponse, argumentée et logique à un problème logique. C'est-à-dire, Macron, mais ça Christian l'expliquera après, l les événements ont fait qu'il a été contraint de faire des choses et de donner à voir des choses complètement illogiques dans ses déclarations, successives. Celle qu'il a faites quand il est devenu ministre, celle qu'il a faites, pour se présenter à l'élection présidentielle. Je laisserai Christian parler, c'est lui l'expert. Mais voilà, il y avait un problème logique et tout le monde sait qu'il y a un problème logique. Vous pouvez pas discuter avec un journaliste économique sérieux, avec, enfin des observateurs, même des politiques. Tout le monde sait qu'il y a un problème logique, mais personne ne sait comment, l'aborder.
Alors ça, c'est un point important. Heu, Après, je voudrais juste dire une autre chose qui est liée à la question du déni, c'est, le fait que quand il y a déni, c'est marrant parce que, Racamier dit quelque part le paradoxe résulte du déni d'un déni. Bon, et au fond, ce qui fait tenir ensemble le livre et qui lui donne une forme de cohérence naturelle, qui est pas évidente de prime abord, heu, mais qui est, évidente si on réfléchit vraiment au niveau sociologique macro de qu'est-ce qui fait que la classe dirigeante actuelle est parvient encore à perpétuer des positions, de pouvoir, hors d'atteinte. Enfin, le summum de la domination, c'est le fait d'être hors d'atteinte, et être hors d'atteinte, c'est, une parole sans appel et c'est, des lieux, de rencontres, de gestion des intérêts qu'on a en partage, qui sont des lieux inaccessibles ou inconnus et cetera. Ça, c'est en train de s'effilocher, on le voit très bien avec l'affaire Epstein. Moi, je dis Epstein, que je suis alsacien, chacun a son passif ou son passé, ou sa trajectoire, donc j'ai du mal, hein, à ne pas dire Epstein. Quand je dis Mélanie Klein, ou Naomi Klein, c'est un défaut, de prononciation, bon, qui est lié à mon alsacianité. Je C'est parle pas un défaut, c'est pas un défaut. non, non, je plaisante, c'est évidemment, je plaisante. C'est difficile de plaisanter aujourd'hui, hein, il faut vraiment faire très attention. Ça vient. Absolument. Mais bon, Tu as c'est raison. vrai que, mon réflexe naturel est de dire Hein pour tout le monde. Hem, donc, je perds pas le fil. Heu, pour moi, il y a un j'ai fait très tôt un lien naturel entre, ce sur quoi j'ai travaillé, c'est-à-dire, on va dire, allez, le gaslighting dans le couple ou l'usage manipulatoire de la parole dans les relations intimes et l'opacité de la finance. C'est-à-dire, là, il y a du paradoxe. C'est-à-dire que notre classe dirigeante, elle est à la fois dans une parole qui est de plus en plus, décervelante, qui n'a pas de limite, qui se débonde, et qui se répand en multipliant de plus en plus les paradoxes et de l'autre côté, des mécanismes de domination qui passent par l'opacité, le secret, l'organisation de flux, incompréhensibles et qui rendent invisibles des mécanismes d'accaparement. Donc comme si il fallait, alterner entre, l'éclat d'une parole décervelante et l'opacité de mécanismes d'accaparement pour dominer. À quoi s'ajoute un troisième élément qui définit, les stratégies de domination de l'oligarchie qui nous gouverne, qui est le détournement des biens communs, des ressources publiques et de tout ce qui relève de l'intérêt général. C'est assez frappant. Heu, donc voilà, autour d'une réflexion sur comment une classe dirigeante qui n'est plus légitime, parce que les groupes qu'elle avait réussi à soumettre sont des groupes et des individus qui ne veulent plus se laisser soumettre, qui ne veulent plus se taire. Hein, on dit maintenant être silencieux parce que, voilà, mécanisme par lequel on veut bâillonner des gens qui ont les moyens d'exprimer un point de vue autonome. Donc que ce soit ceux qu'on appelle les racisés, ceux qu'on appelle, les anciens groupes minorés, selon une sociologie, des rapports sociaux de classe, de genre, de sexe. Heu, Bref, tous les groupes qui ont été construits par la classe dirigeante possédante occidentale comme des groupes inférieurs, qu'on peut coloniser, qu'on peut soumettre, qu'on peut dominer, qu'on peut opprimer. On peut multiplier les verbes qui caractérisent une relation à sens unique, où l'autre est purement un objet. L'autre est quelque chose qu'on peut exploiter en toute bonne conscience et en toute légitimité. Eh bien, la bonne conscience et la légitimité, ils en sont d'une certaine manière privés, nos oligarques. Et comme ils en sont privés, eh bien, ils, sont obligés, d'alterner entre, le secret, la disqualification via une parole perverse, des, mécanismes, de contournement et de détournement
des biens publics comme dans une fuite en avant. Hem, donc c'est ça qui rendait nécessaire, et je vais laisser parler Christian parce que je parle depuis trop longtemps. C'est ça qui rendait nécessaire le fait de creuser, le cas Macron. Parce que le cas Macron, en fait, c'est simplement un cas qui donne à voir ce qu'est aujourd'hui, cette, caste qui nous dirige, c'est-à-dire des gens qui sont dans l'abus de leur pouvoir, Mmh. qui abusent de, tous les mécanismes dont ils peuvent profiter, donc la possibilité de passer du public au privé, la possibilité d'actionner des flux financiers, de créer des holdings et cetera pour s'enrichir à l'abri, des mécanismes de solidarité nationale et de tout contrôle, public, hem et qui, fondamentalement, heu, ont quand même besoin, parce qu'inconsciemment, ils savent qu'ils sont plus légitimes. Ils ont besoin quand même de garder la main sur le récit qu'ils racontent d'eux-mêmes, le récit de et et c'est de plus en plus intenable leur position. Donc voilà, je suis un peu confus là, mais c'est ce qui fait qu'il y a un lien naturel entre le fait de parler, par exemple de l'affaire Pellico, de Gaza et du passé de banquier d'affaires Mmh. de Macron. Non, tout à fait. Christian, on va se tourner un petit peu vers les finances scabreuses de monsieur Macron. J'en parle d'autant plus volontiers que quand j'ai connu Macron, moi, je l'ai connu un peu personnellement. Il était encore, à la banque Rothschild et je l'ai connu parce il était le collègue, d'une femme avec laquelle j'ai passé 5 ans. Donc, donc bon, je connais de près, comment dire? L'ambiance Rothschild, on va dire ça comme ça, qui est plein de choses, dont vous parlez très bien et notamment une phallocratie, hardcore, vraiment hardcore. Donc d'être avec, une femme qui était constamment brimée, heu, humiliée au sein de cette phallocratie, c'était très intéressant. Depuis, elle a pris son envol et elle, elle est en train de connaître une carrière assez incroyable. Donc tant mieux pour elle. Moi ce qui me enfin comment dire? Dans Je quel vais au domaine, Félix, si c'est pas indiscret? Dans un domaine autre ou? Non, dans un domaine, dont elle était déjà, à la tête, chez eux, qui est le domaine qu'on appelle le sovereign advisory, c'est-à-dire le conseil auprès des États pour les aider à être bien classés par les agences de notation afin de pouvoir lever, des fonds sur les marchés internationaux. Heu et en fait, elle a monté sa boutique et elle a complètement explosé depuis, dans le sens, Oui, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'elle succès. elle s'est Ouais, donné les moyens de son autonomie et de ouais, son OK, ouais, intéressant. ouais, ouais. Merci. Mmh. Hem, Plus que ça, hein, c'est vraiment une grande réussite, et tant mieux pour elle. Ce que j'entends et ce qui me frappe en tant qu'ancien de ce monde, c'est qu'à l'époque, hem, alors que j'étais en plein dans un monde hyper élitiste, heu et un monde en fait qui ne le dira jamais, sauf en se trahissant, comme quand Macron dit, «Les gens qui ne sont rien». Mmh. Donc tout d'un coup, ça sort, on se rend compte de qui il est et puis ensuite, bon, il essaie de rattraper le coup, mais le mal est fait. C'est-à-dire que là, ça fait des années qu'il a dit ça, tout le monde sait que c'est lui, ça. Hem, mais en fait, ce truc qui est du suprémacisme, ça, c'est du alors c'est pas du suprémacisme ethnique, mais c'est du suprémacisme. C'est-à-dire une conception très largement partagée au sein des élites, dont on ne parle pas parce qu'il faut pas avoir l'air des méchants, mais globalement qui est que nous ne sommes pas du même monde. Nous ne nous ne sommes pas de la même race, en fait, quelque part.
Nous n'avons ce qui tient pour vous ne tient pas pour moi. Et en fait, donc penchons-nous un petit peu sur le cas vraiment juste de la trésor. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette enquête, puisque c'est ça que vous avez fait, c'est que c'est une interrogation sur les raisons. Donc, on sait pourquoi, on sait qu'il a falsifié les choses, ou en tout cas pas été transparent. On va dire ça comme ça, du tout. Et qu'en fait, on n'a toujours pas l'explication claire sur certaines questions que vous vous posez et que beaucoup de gens se posent depuis le tout début, sur sa déclaration, etc., fiscale, etc., en tant que candidat. Mais l'explication, alors, corrigez-moi si je me trompe, mais on dirait que c'est un réflexe corporatiste, en fait, qui l'a mené à ne pas dire la vérité. Non pas parce qu'il ne pouvait pas avouer, en tant que socialiste, qu'il avait fait autant de fric aussi rapidement pour, en gros, du réseautage, sur l'affaire, sur l'acquisition par Nestlé d'une branche de Pfizer, je crois, c'est ça? Ouais. Hein? Ouais, Mais chouette. plutôt parce qu'en fait, la banque Rothschild et en fait, la banque Rothschild, ça n'est qu'une, une petite partie d'une galaxie en réalité. Or, quand on appartient à cette galaxie, un des perks, comme on dit en anglais, un des bonus, un des petits avantages qu'on a, c'est que une partie des émoluments va aller dans des endroits où les impôts, quel que soit votre pays, n'iront pas les chercher. Et qu'en fait, c'est ça qui a motivé ce tour de passe-passe assez maladroit, en fait, de la part du président. Christian, à toi. Oui, bah, en fait, Macron, je pense qu'il ne s'attendait pas forcément à devoir, pardon, faire montre d'un minimum de transparence. Puisque quand il rentre, en traversant la rue comme pour reprendre ses propos, le 15 mai 2012, de Rothschild et compagnie, la banque d'affaires, à l'Élysée comme conseiller, pour l'économie auprès du président de la République Hollande, la loi sur la transparence, de la vie publique, elle n'existe pas. Donc il rentre là sans avoir à répondre de quoi que ce soit au niveau des revenus qu'il a eus chez Rothschild. On n'en a pas parlé à l'époque. D'ailleurs, demain, il y a un clone de Macron qui arrive comme conseiller, par exemple, du futur président de la République en 2027. Il n'aura pas, même s'il vient de Rothschild et compagnie ou d'un des concurrents de Rothschild et compagnie, on parle de Rothschild et compagnie simplement parce que c'est là qu'est rentré Macron, mais il n'aura pas à faire montre de la moindre transparence, comme Macron. Le problème, c'est que peu de temps après que Macron arrive, eh bien, il y a le scandale Cahuzac, ministre du budget, qui ment éhontément et dont on apprend que finalement, il a des avoirs en Suisse, Singapour, etc. Enfin bon, peu importe où. Donc c'est un évadé fiscal et même un fraudeur, parce que la nuance, chez Macron, a beaucoup d'importance, on pourra en parler. Et donc, bon, bah, ça aurait pu continuer comme ça. Manque de peau, entre guillemets, il est nommé ministre de l'économie en août 2014. Et bien là, il doit se plier à la règle et il doit donc déclarer son patrimoine et ses intérêts. On verra plus tard, si on a l'occasion, que lui, ses intérêts, c'est circonscrit, il fait une interprétation de la loi à ses revenus de travail, et pas à ses revenus financiers. Et alors donc, il déclare son patrimoine, bah, la date à laquelle il est nommé, c'est le fait générateur, en août 2014, et puis il doit déclarer ses revenus, de quelque nature qu'ils soient, sur les 5 dernières années civiles, hein, donc qui se terminent au 31 décembre de chaque année. Mais à l'époque,
on parle très peu de ses revenus chez Rothschild. Et donc, là, déjà, il a fait sa déclaration, mais finalement, le nouveau déclenchement, c'est quand il aurait pu se dispenser d'être candidat à la présidence de la République. Mais là, quand il se présente à la présidence de la République, il doit déclarer son patrimoine. Parce que là, surprise, quand on est candidat à la présidence de la République, on n'a pas à déclarer ses intérêts. Donc, ni ses revenus passés, ni ses autres intérêts financiers. Et là, bon, bah, finalement, il passe un peu entre les gouttes puisqu'il n'a que son patrimoine à déclarer. Et en plus, son patrimoine, il doit le déclarer uniquement à la date où il se présente à la La date présidence. X. Il a fait sa déclaration début 2017. Donc, finalement, les médias, d'un seul coup, ils s'intéressent à ces déclarations et ils rappellent, ils replongent dans la déclaration de 2014, mais finalement, la déclaration pour la présidence de la République, c'est simplement son patrimoine. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? Ils se disent, bah, quand même, il a gagné beaucoup de pognon. Comment se fait-il qu'il ait un patrimoine aussi peu élevé? Puisque finalement, s'il n'y avait pas eu Philippe Poutou, ça aurait été le plus pauvre de tous les candidats. Et ah, j'entends, il y a un bruit de fond Ouais. là, non? Je pense qu'il y a des C'est les enfants, enfants. c'est les enfants qui passent derrière moi. Je Et donc, vais couper mon son. finalement, le débat, il a porté à l'époque, donc au moment de sa candidature, essentiellement sur le niveau de son patrimoine. Très, très peu sur le niveau de ses revenus. Et puisque ses revenus, c'était la déclaration de 2014. Et comment dirais-je, Macron, il a joué là-dessus. Alors, il y a bien eu quelques commentateurs, en général plutôt des avocats fiscalistes qui, faisant grosso modo une partie du même métier que lui, en fait, agissaient contre lui essentiellement pour allumer un contre-feu par rapport aux difficultés de François Fillon. Mhm. C'était pas la justice fiscale, c'était pas la morale, etc., ou l'intégrité qui les concernait, c'était d'allumer un contre-feu par rapport à Fillon. Et donc, finalement, on ne s'est pas intéressé à ses revenus. On a simplement dit, pour quelques-uns, c'est quand même pas normal qu'il ait un patrimoine aussi faible au regard de ce qu'il a dû gagner avec cette transaction mirifique Pfizer-Nestlé à 9 milliards d'euros. C'est vrai que c'est quand même, ça fait partie des 1% des plus grosses transactions sur la période 2012-2022. Donc c'est quand même énorme. Mais on s'y intéresse peu à cette époque-là. Et lui, bah, c'est là qu'il montre à quel point, je prononce ce terme parce que je le crois fermement, à quel point il est capable de développer une grande perversité, puisque finalement, le débat, bah, il y a quand même quelque chose qui doit être dissimulé. On ne sait pas trop combien, mais c'est trop faible. C'est trop faible. Ouais, ça tient pas debout. Et lui, il laisse prospérer ça, finalement. Il laisse croire que il préfère ça à un débat, comment dirais-je, clair, parce que finalement, dans son programme, une de ses premières mesures, c'était de faire preuve de La transparence. transparence, etc., Bien sûr. etc. Et lui, il fait l'inverse. Et il laisse prospérer le fait qu'il y aurait. Il préfère laisser prospérer le fait qu'il y a peut-être une dissimulation. Ça l'arrange et il vit là-dedans. Alors qu'on arrive à prouver que la dissimulation, elle est totale, simplement parce que, au regard des statuts de Rothschild et compagnie, qui est la seule entité du groupe à lui procurer des revenus professionnels, dit-il, eh bien, statutairement, comptablement, temporellement, à cause de la date de la transaction Nestlé qui est à double détente, eh bien, l'entité dont il dit qu'elle est la seule à lui procurer des revenus professionnels, ne pouvait pas lui verser quoi que ce soit au titre de cette transaction. Et donc, il a expliqué que cette transaction allait le rendre riche,
Dès lors, il n'y a plus que 2 options. Soit il a travaillé à l'œil pour la gloire, ce qui est contradictoire avec ce qu'il a déclaré, soit il a été rémunéré ou sera rémunéré par une autre entité du groupe qu'il ne déclare pas. Et à ce Tout à moment-là, fait. il est en défaut de déclaration. Si, Voilà, mais donc il se couvre lui-même, mais il couvre aussi en fait tout un système. C'est ça qui est assez incroyable. Donc je veux pas non plus comment dire? Il y a beaucoup de choses encore que je voudrais couvrir. On va se donner plus de temps qu'1 heure parce que sinon on n'y parviendra pas. On est déjà à 50 minutes. Mais, je veux quand même aller, sur des questions, disons, civilisationnelles, hem, parce qu'il y a aussi beaucoup de ça dans ce livre, merveilleux, des grandes questions sur qui nous sommes et ce qu'on est en train de devenir, notamment depuis le 7 octobre 2023. Mais sur cette question peut-être pour un peu, fermer cette tranche parce que je pense que c'est vraiment important, de dire les choses sans se prêter à comment dire? Sans tomber dans des propos diffamatoires, potentiellement diffamatoires, mais en gros et parlons au conditionnel, normalement, est-ce que tu pourrais nous rappeler, Christian, normalement, d'abord, combien il a déclaré? Et combien normalement, une transaction pareille, dans les conditions qu'on sait, ça lui a rapporté pour que les gens comprennent de quoi on parle? d'accord. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est associé gérant comme lui depuis le 8 février 2011, on n'est plus salarié. C'est interdit. Il suffit de regarder les rapports annuels du groupe Rothschild. Donc, on est rémunéré comme un indépendant sous la forme de ce qu'on appelle des bénéfices industriels et commerciaux. Donc, il déclare grosso modo en 2011, en 2012, des bénéfices industriels et commerciaux autour de 700 000 euros. Voilà. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les services de l'Élysée ont été questionnés sur sa rémunération suite au fait que Blast, un site en France, a repris l'enquête que nous avions faite. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, contrairement à ce que dit l'Élysée, les revenus d'une année N ne reflètent pas l'activité de l'année N, parce que les statuts de Rothschild et compagnie disent que un associé gérant, il pourrait être associé gérant et être coopté, on est coopté, pour être associé gérant, on doit détenir une part qui coûte 16 euros. Donc Macron, il a acheté sa petite part à 16 euros, et il est devenu associé gérant, et à ce moment-là, il a droit à une quote-part du bénéfice de Rothschild et compagnie. Cette quote-part, elle est définie à l'issue de l'Assemblée générale qui se tient vers le 31 mars de l'année suivante, pour une année N, donc en 2013 pour 2012. Et donc, il faut bien qu'ils vivent, tous ces associés gérants. Et donc, en 2012, on leur verse des avances sur ce qu'ils auront, des avaloirs, sur ce qu'ils percevront au 31 mars de l'année suivante. Et donc, déjà, ça vous montre à quel point la dissimulation au plus haut niveau, sans rentrer dans la technique, parce que c'est un peu rébarbatif, est organisée, puisqu'on dit que finalement, sa rémunération reflète son activité de l'année. Eh bien non, c'est complètement faux. Et en même temps, l'Élysée dit: ah, il n'y a pas de système d'avance, alors que le système est justement fondé pour une part qui tourne autour de 50 à 60% sur des avances. Donc, c'est vraiment la dissimulation complète qui en fait, se prolonge à travers le fait que ces sociétés, en tout cas pour 2 d'entre elles, ne publient pas leurs comptes. En fait, compte tenu de leur statut juridique, on ne va pas rentrer dans la technique, société en commandite simple, mais dans un groupe comme Rothschild où tout l'actionnariat est verrouillé, les associés gérants qui détiennent chacun une part ne courent strictement aucun risque. Et donc,
Il n'y a aucune justification à rendre, à rendre confidentielle la publication des comptes. Et c'est vraiment un système où, on- où, où l'organisation est fondée sur l'opacité. Et cette opacité, il l'a pratiquée au plus haut niveau chez Rothschild, parce que l'associé gérant, quand on regarde les statuts, il a tous les pouvoirs. Il y en a qu'un qui a des pouvoirs supplémentaires, c'est le premier associé gérant, qui est le patron du groupe, David de Rothschild. Et après, à alors l'époque qu'il est David de à Rothschild. l'Élysée, deuxième mandat, il fait dire à ceux qui peuvent parler en son nom, son organe de communication, il fait dire des véritables mensonges. Donc c'est vraiment, il faut protéger tout le monde, parce que finalement, à Paris, tu le sais sans doute beaucoup mieux que moi, mais il y a combien de personnes qui sont capables de dire la réalité? Il y en a bien 400, 500, 600, peut-être plus. Et puis il y en a un qui pourrait aussi nous raconter l'histoire, sauf à ce qu'il l'a embauché sans poser aucune question. Bah, c'est le président de la République Hollande qui l'a embauché. Donc quand tu rentres, moi je suis rentré au début de mon activité professionnelle sortant de l'université dans une boîte anglo-saxonne et multinationale, la première chose qu'on m'a demandé, c'est de déclarer que je n'avais aucun intérêt contraire aux activités concurrents des activités de la société où je rentrais. J'avais 23 ans et demi. Et là, on peut rentrer à l'Élysée comme ça, comme conseiller, avec tous les pouvoirs qu'on a sur l'industrie, etc., sans, Ouais. sans témoigner de quoi que ce soit. Bon, c'est problématique quand même. Non, c'est plus que problématique. Mmh. Encore une fois, Christian, je vais redemander pour qu'on passe à autre chose, mais Oui, à ton sens, oui. Ah oui, oui, excuse-moi, j'ai d'ailleurs, oublié. pas à ton sens. Oui, non, la question, c'est en gros, pour une transaction pareille, dans des circonstances pareilles, on touche combien sur une transaction à 9 milliards? Eh bien, je réponds directement. Moi, je dirais, sur la base de tout ce que j'ai étudié, bon, allez, entre 3 et 5 millions, voire Bon, plus. Mais on peut se fonder, parce que les rapports annuels du groupe, on peut y trouver, si on a un peu d'obstination, des informations, et on peut trouver notamment le taux moyen dans le monde entier des honoraires des banques d'affaires. Mmh. Et quand on arrive à ce chiffre que je te cite, c'est tout à fait en cohérence avec ce taux moyen. Voilà. Bon. Et puis après, on peut aller regarder aussi, c'est toujours intéressant, tu connais la musique, les comptes de l'entreprise qui a été conseillée, donc en l'occurrence les comptes de Nestlé. Et là, on Bien apprend sûr, des choses qui bien sûr. confirment encore ce que je viens de dire. Voilà. Et bon, et pour clore cette part de la conversation, ce qui est quand même Oui, dingue, c'est que derrière ce qu'on comprend, oui, c'est que globalement, c'est une c'est un métier, c'est une caste, c'est pas un métier, c'est une caste qui pratique, en fait, on ne sait toujours pas aujourd'hui où est cet argent. On est non, d'accord? non, D'accord. Donc on ne le sait pas. Et finalement, imaginons que, bon, imaginons même, j'ai imaginé le fait qu'éventuellement, Macron détiendrait une créance sur le groupe Rothschild, mais à ce moment-là, s'il détient cette créance qui lui serait payée, il fallait la il il aurait dû fallait la la déclarer. déclarer. Bien Il sûr. aurait dû la Donc en déclarer. gros, ce qu'on est en train enfin, ce qu'il y a derrière, ce qui pointe derrière tout ça, c'est qu'en fait, Cahuzac, c'est un petit joueur. Ah bah moi, je trouve que l'affaire Cahuzac, à côté de l'affaire, ce que je qualifie moi d'affaire Macron, c'est presque anecdotique. Heu et je dirais même que ce qui pourrait devenir, quand il ne sera plus sous le bénéfice de l'immunité judiciaire qu'il va connaître maintenant quand même depuis 10 ans, heu, c'est comparable, voire encore supérieur à l'affaire Sarkozy. Parce que Ouais. en même temps, c'est le cas de le dire, en même temps, il a promu un système de fiscalité, qui fait que il a avantagé tous les grands groupes. Ouais. Et on le connaît. Et enfin, je prends un exemple et puis je me tais. J'enquêtais sur une affaire marseillaise, aixoise,
qui est à l'origine du plus gros licenciement du demi-siècle dernier, 11 000 personnes. Un groupe qui s'appelle Adrexo, groupe Ops Group, avec des aventuriers financiers qui ont été soutenus par l'État de manière éhontée, alors que 2 dirigeants se sont mis 70 millions dans les poches devant l'État et devant le CIRI, et je termine là, comité interministériel de restructuration industrielle qui s'occupe de toutes les grosses boîtes en difficulté. Et quand vous regardez le CIRI, je rejoins ce dont parlait Marc tout à l'heure, les allers-retours entre fonction publique et privée, eh bien, les 2 présidents du CIRI qui ont œuvré pendant cette période scandaleuse, il y en a un, il quitte le CIRI, où il va? Au Boston Consulting Group, concurrent de McKinsey, et le second, où il va? Associé gérant chez Rothschild et compagnie. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va marier les grosses entreprises en difficulté avec d'autres qui vont pouvoir les absorber, les acheter, etc., etc. Donc, c'est vraiment indécent. Bon, je crois que là, comment dire, ceux qui avaient peut-être du mal au début de notre conversation à comprendre le lien entre déni pervers et finance, je pense que là, on est rendu. Alors, moi, je vais me tourner à ce qui, je pense, sera regardé par les historiens comme le moment où un continent dont la crédibilité était mise à mal, à juste titre, depuis plusieurs décennies, est entré dans une phase d'accélération de son effondrement moral, son effondrement en termes de crédibilité, de légitimité, etc., qui était déjà là, hein. Je veux dire, il n'y a que les Européens qui ne le voyaient pas, mais là, ce qui était étonnant, c'est à quel point ça nous explose à la figure, même au sein de l'Europe. C'est le 7 octobre et vraiment l'explosion en vol de l'Europe. Pour moi, je pense que je n'ai pas vu quoi que ce soit vraiment d'aussi consternant que d'observer l'Europe qui n'a rien à dire sur, non seulement rien à dire, mais qui en fait, en sous-main, heu, couvre le génocide à Gaza, qui n'a rien à dire contre les agressions répétées, au sujet des agressions répétées d'Israël et des États-Unis vis-à-vis de l'Iran, qui refuse, par le biais de sa caste médiatique, parce que Dieu sait qu'il y a aussi une autre caste qui va, je pense, se faire tancer par les historiens. C'est bien celle des médias qu'on appelle les médias traditionnels, et qui, soudain, ont commencé, comme on a pu le voir dans le texto balancé par Trump qu'il avait reçu de Macron, tout d'un coup, ont un énorme problème après le génocide à Gaza, après l'Iran et après la première intervention contre l'Iran et même le kidnapping, l'enlèvement de Maduro n'avait rien à dire et qui soudain ont commencé à faire les vierges effarouchées quand Trump a commencé à parler de Groenland. C'est vraiment un truc, genre le niveau de gaslighting est juste, alors pour le coup, c'est sidérant et un des trucs dont vous parlez, c'est que Gaza, en fait, apparaît comme le point de jonction. C'est je vous paraphrase, donc le macronisme apparaît comme une sorte c'est la forme institutionnalisée en France du gaslighting et Gaza, à l'échelle européenne, apparaît comme le point de jonction le plus visible de ces contradictions
des classes dirigeantes occidentales, le moment où le slogan Plus jamais ça, fondateur de l'intégration européenne, s'est effondré. Euh, et moi, c'est un truc qui m'a beaucoup, depuis le début du génocide. Bon, je suis bien sûr très remonté contre l'État d'Israël. Et j'ai très tôt refusé la thèse selon laquelle, qui est très, très prisée en France, selon laquelle le problème, ça n'est pas Israël, c'est Netanyahou. Mais au-delà de la critique d'Israël, je pense qu'il y a un manque de lucidité de la part des Européens sur ce que représente la sociopathie. Je parle de sociopathie parce que les études répétées montrent que l'essentiel qu'une part très importante de la population israélienne soutient le nettoyage ethnique quand ce n'est pas les crimes de guerre et le génocide lui-même. Et en fait, je parlais de manque de lucidité parce que, en fait, je pense que Israël, ça n'est pas, c'est pas une monstruosité, c'est nous. Alors c'est nous, Européens et Américains, c'est l'Occident sous amphétamine, mais c'est nous. C'est pas une sorte de corps étranger, voilà. Donc même dans la critique Israël, je trouve qu'il y a un problème. Marc, est-ce que je peux te demander de réagir à ça? Oui, bien sûr, merci. Juste pour prolonger ce que disait Christian sur, chiffrer Oui, bien sûr, les on gains peut recommencer c'est, on peut faire un petit c'est page 161 du livre et ça peut monter jusqu'à 9 millions selon les calculs que Christian a fait et que je lui t'avais demandé de les faire, Christian. Ce qui était assez pénible pendant tout le processus d'écriture du livre où je voulais que tout soit précis, documenté. Tout est sourcé, hein. Ça, il oui, fait nous oui, bah, dire, Christian a trouvé énormément de sources publiques, les a recoupées et ce ne sont que des sources publiques. donc 3 et 5 voilà, mais possiblement jusqu'à 9. Ouais, de 3,7 à 9 à peu près. Ouais, ouais. C'est le chiffre que tu fournis et tu justifies comment tu en arrives à ce Je pense que calcul et ces ça chiffres, très logique, ces très logique. ces chiffres vont venir le hanter. J'en sais rien, mais pour moi, ce qui est, hantant, je sais pas si on le dit d'ailleurs, quelque chose de hantant, ça me hante. Oui, c'est cette affaire de Gaza. Hem, alors, comment le comprendre? Eh bien, je pense que le comprendre, c'est les mêmes mécanismes, que ceux dont on vient de parler. C'est-à-dire que quand il y a un déni originaire, à un moment donné, ça se paye. Et le drame d'Israël, de l'existence d'Israël, c'est que, bon, je vais être obligé de raccourcir, hein, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc Non, non, je mais prends vais ton vers la temps, truelle, mais ça supposerait ton temps. enfin, il faut renvoyer au livre, tout est développé, les mots sont hyper importants, je fais attention à chaque mot, de même qu'on fait attention à chaque chiffre qu'on cite et que tout est sourcé. Les mots, c'est hyper important, donc il y a des mots que j'évite d'utiliser, pour être au plus près de ce qui se joue. Ce qui se joue, c'est le déni. C'est-à-dire qu'Israël est créé sur un déni qui est le déni, un double déni d'ailleurs. C'est le déni, du fait qu'il y a une population sur place, dont il faut se débarrasser, dont on sait très bien qu'il faut s'en débarrasser. Je veux dire les sionistes, les premiers sionistes, dès d'ailleurs la fin du 19e, début 20e siècle, ont parfaitement conscience que, c'est pas un espace vide qu'ils vont pouvoir occuper, qu'il y a des gens qu'il va falloir en faire quelque chose. Donc idéalement, il faudrait qu'ils partent, d'eux-mêmes, ça serait quand même assez pratique. Donc c'est un problème de population qu'il faut gérer. Ils le savent et ils vont le gérer d'une manière, extrêmement violente, extrêmement, heu, impitoyable et c'est parfaitement documenté. Il y a énormément de livres d'historiens, palestiniens ou israéliens qui montrent ce qui s'est produit, en 48. Ce qui se produit en 48, un nettoyage ethnique, au même moment où et c'est marrant parce que c'est un
une simultanéité qui est très peu souvent relevée, autant que je sache, hein, mais toi tu connais mieux que moi Félix les débats autour de tout ça, au moment où, on signe à New York la convention, sur la prévention, et la répression du génocide. Là, il y a vraiment une simultanéité qui est tragique. Tragique, enfin on a tous les éléments d'une tragédie historique, je trouve, dans le fait que, se met en place de manière, méthodique, impitoyable, un nettoyage ethnique extrêmement, violent, extrêmement, préparé et qui revient pas seulement à expulser des gens, de leurs habitations, mais qui revient à tout détruire, à raser des habitations, à raser des paysages, à raser des écosystèmes, des lieux de vie, tout est rasé. C'est exactement ce qui se fait à Gaza, sous nos yeux, on rase tout et ce qui est en train de se faire au sud Liban. Heu, c'est ça qui est étonnant dans la situation qu'on vit et moi personnellement, ça me traumatise depuis le 7 octobre parce que depuis le 7 octobre, on sait que enfin, on pouvait savoir dès le 7 octobre, déjà le 7 octobre, c'est un traumatisme, heu et on pouvait totalement prévoir. Moi, je m'en souviens, j'en discutais avec un collègue. C'est marrant parce que c'est le genre de choses dont on discute presque à voix basse parce qu'on dit: «Est-ce qu'on peut parler quoi? Est-ce qu'on peut?» mais on se disait avec ce collègue, «Mais ça va être un massacre». Enfin, je veux dire, et on se dit et à un moment donné, on se disait: «Bon allez, à un moment donné, ça va s'arrêter quand même. 10 000, 20 000, c'est juste pas possible». Mais non, ça ne peut pas s'arrêter parce qu'il y a ce déni originaire. C'est-à-dire d'une politique continue des nettoyages ethniques et finalement, Gaza, c'est quoi? Ça rend juste visible ce qu'est une nécessité politique de se débarrasser d'une population et de se débarrasser d'un tissu social, de lieux de vie, produit de générations et de générations et de générations de gens. Enfin, je veux dire, comme beaucoup, j'adore les oliviers, ça me rappelle la Provence, les vacances et cetera. Bon, c'est terrible, tous ces oliviers qui sont rasés, qui ont été rasés et tout ouais, toute cette civilisation. On détruit des civilisations, comme ça, soit en le taisant, soit en le revendiquant. Enfin bon, Trump, excusez-moi, je pars un peu dans tous les sens, mais tout est lié en fait, tout est lié. Hem, donc ce qui est traumatisant, c'est qu'on sait ce qui va se passer. On réfléchit 5 minutes, on connaît un peu l'histoire et pas besoin d'être un très grand connaisseur de l'histoire, d'Israël et de la Palestine, honnêtement, pour avoir les idées claires sur ce sujet. Il y a d'ailleurs très peu de sujets où le discours, on va dire, médiatique, le discours des intellectuels, même de grands intellectuels, j'écoutais récemment Étienne Balibar, c'était consternant ce qu'il disait sur la naissance, de l'État d'Israël en 48. Il y a très peu de sujets où le décalage entre, ce qu'on en dit et ce qui s'est réellement passé est aussi énorme, est aussi fra Oh, pardon, oui, pardon, pardon. Marc, je t'interromps, mais Oui, juste pour absolument. comprendre, parce que consternant peut est-ce que c'était son propos qui était Oui, consternant ou pardon, est-ce que propos qui OK. était consternant parce qu'en gros, je sais pas pourquoi je pense à lui là, c'est le problème. Moi, j'ai je Bah, il c'est y a important, c'est un peu oui, une non, star, mais donc ça s'il veut dit des pas conneries, il faut les relitiger. en gros, il y a le sionisme du départ et puis il y a eu un dévoiement, enfin, il y en a plein qui disent ça. Après Oui, 66, oui, ça oui. ça Oui, ça oui, part en oui. couille. Non, non, c'est une politique de nettoyage ethnique continue depuis 48 et en fonction des opportunités et des circonstances, ça s'accélère ou pas. Ça peut prendre une dimension, plus ou moins génocidaire, c'est le propre d'ailleurs de toute politique de nettoyage ethnique. Moi, je trouve que c'est plus juste historiquement de dire qu'on a une politique continue suprémaciste de nettoyage ethnique que de parler de génocide comme ça, parce que tous les mots qui conduisent à rompre le dialogue avec autrui sont des mots qu'il faut manier avec précaution. Bon, génocide, c'est il y a le symbole, il y a la symbolique, il y a la réactivation de trauma et cetera, qui font qu'il faut être prudent. Bon, il y a le droit et là, le droit, il suffit de lire la convention de 48. On est totalement dans un génocide en droit international, il y a pas l'ombre d'un doute. Dire je pourrais vous Mmh, lire le d'ailleurs, il y texte, a ouais. là, main. Bon, il faut être d'une malhonnêteté, incroyable pour le nier. Mais disons que ce qui comme processus historique, c'est cette tragédie de départ où finalement
pour revenir à ce que tu disais, l'Europe, elle a été très loin dans le suprémacisme et les Juifs ont été victimes du suprémacisme européen. Et quelle victime! Quelle victime! Et comme disent les sociologues, tout se passe comme si, après la Deuxième Guerre mondiale, on avait dit, aux rescapés de la Shoah: «Bon, vous avez failli, tous y passer, c'est beau le suprémacisme européen. Voilà ce que ça a produit, des camps de la mort, un génocide, bon, on n'en parle plus et à vous maintenant de vous faire, les porte-drapeaux de notre suprémacisme, européen, colonial». Voilà, on vous passe le relais. Alors, ce relais, vous en voulez pas vraiment. Ce relais, bah, vous le prenez parce que c'est l'histoire qui fait que. C'est-à-dire c'est moi, je trouve que c'est une tragédie et ça me rend, extrêmement triste et depuis fin 2023, oui, je suis traumatisé aussi parce que, je vis dans une famille, maintenant, binationale, allemande et je trouve que l'Allemagne, s'est illustrée dans l'ignominie. Heu, alors moi j'étais un peu naïf, hein, plus que toi Félix, hein, par rapport à l'histoire de l'Allemagne et au sentiment que j'avais quand même qu'il y avait eu, après être allé aussi loin dans, la déshumanisation, dans la folie destructrice, je pensais qu'il y avait une forme d'universalisme, Il y avait eu un travail, en fait. nationalisme sincère, d'antinationalisme sincère, d'anti-impérialisme sincère, d'anti, suprémacisme sincère. Et que c'est ça qui était le fondement moral de la construction européenne. Mais ça s'est effondré. Ce qui fait qu'effectivement, l'Europe aujourd'hui n'a plus aucune raison d'être. Je veux dire, tout ce qui pouvait donner un peu de grandeur à la construction européenne, moi j'ai toujours été critique sur un plan économique de la construction européenne, mais il y a toujours un truc en moi, je me disais quand même: «Bon, Habermas, c'est ju» mais c'est quand même quelqu'un qui a comme une vision, humaniste, du monde, des relations humaines, de la mondialisation. Je pensais que moi j'associais l'Allemagne à ça, bah oui, c'est fini. Je veux dire, c'était une illusion, de mon côté, c'était clairement une illusion. Elle s'est effondrée et ça montre qu'ils ont rien appris de l'histoire. Ça montre qu'ils ont été mus juste par une forme de culpabilité un peu malsaine. Enfin, tout est malsain, voilà. Tout est malsain, mais tout montre on n'a pas réglé ce problème du suprémacisme, occidental à base capitaliste et des dégâts qu'il a pu faire, Ouais. heu, Et je suis d'ailleurs, je suis au heureux monde. que tu soulignes, je suis content que tu soulignes le fait qu'il y a un lien, entre, ce su en fait, que le c'est complètement tabou aujourd'hui, dans les mé dans la comment dire? Dans la conversation publique en France, mais la réalité, c'est que et également aux États-Unis, c'est très dur. Le truc, c'est que aux États-Unis, les médias indépendants sont tellement plus développés qu'on voilà, quelqu'un qui cherche va trouver très facilement des gens qui font une critique vraiment, structurelle du capitalisme et du lien entre le capitalisme, le néolibéralisme et les politiques génocidaires, et ce à quoi on assiste, le féodalisme, tous ces trucs-là. Et ce qui est très frappant avec, ce déni-là en Europe, parce que je pense que vous mettez vraiment le doigt sur en fait, c'est pas juste la fin de l'ère de domination européenne du monde en tant que vassaux, heu, en tant que pays européens, en tant que vassaux de l'empire américain, du suzerain américain, mais c'est également une sorte de désintégration de l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste, le sud qui monte et le nord, pour reprendre, ce paradigme qui s'écroule. C'est vraiment une sorte de d'un un phénomène d'écroulement sur nous-mêmes, et moi, j'ai eu l'occasion, enfin voilà, moi je suis comme toi, je suis confronté à j'ai une partie, mon père était allemand. L'Allemagne, j'ai des membres de ma famille qui sont al j'ai une tante allemande, j'ai des membres de ma famille qui sont allemands.
Moi, j'ai hérité de la nationalité autrichienne, non pas allemande, mais comme ceux qui ont fait un peu d'histoire savent, il y a pas longtemps, c'était la même chose. Et donc en fait, moi je vois en fait, j'ai l'impression que quand je regarde la France et que je constate que la France, en fait, n'est pas capable, n'est pas foutue d'avoir une conversation lucide sur Israël, notamment parce que les pelotons d'exécution en France pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était pas des soldats allemands qui tiraient, c'était les gendarmes. Et ça, en fait, la France n'arrive pas à avoir cette conversation et donc ne peut pas parler d'Israël, tout comme elle n'arrive pas à parler d'Israël parce qu'elle ça la forcerait à confronter la réalité, de l'Algérie française, qui est que Algérie française, c'est un Israël qui a périclité. C'est ça la réalité, que la France ne veut pas regarder. Et donc avec l'Allemagne, c'est encore ça multiplié par, je ne sais pas combien. Mais c'est marrant parce qu'en fait, tout cette, myopie sur son passé, toute l'Europe en fait les frais. C'est-à-dire moi, j'ai vécu quelques années en Suède et je suis parti en Suède avec des idées sur la Suède qui étaient que c'était le paradis social-démocrate, un pays très technophile, voilà, je pensais au au secrétaire général des Nations unies dont le nom m'échappe, Olaf Palme, voilà, le contrat social, suédois post-guerre, mais en fait, petit à petit, en arrivant là-bas, j'ai gratté un peu. On s'aperçoit que le contrat social, post Deuxième Guerre mondiale en Suède, il est fondé sur le fait que les Suédois ont collaboré avec les nazis et que donc ils n'ont pas été bombardés et que donc ils avaient une industrie qui était en état de fonctionner au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et qu'ils ont hérité de l'essentiel du plan, enfin d'une part disproportionnée du plan Marshall. Bon, OK, premier choc. Et puis en fait, je déroule et je m'aperçois que les Suédois, en réalité, ce narratif d'être le pays, le paradis de la social-démocratie et le paradis de l'antiracisme, qui est l'image que la plupart d'entre nous avons de la Suède, en fait, c'est un narratif et une image c'est un récit national qui a pris le pouvoir après la Deuxième Guerre mondiale, mais ce dont personne ne parle, c'est que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, le récit national suédois, c'est peu ou prou, nous sommes les meilleurs parce que nous sommes les plus blancs, au sens le plus nazi de cette définition. C'est-à-dire que la Suède, c'est le pays qui a inventé la craniométrie, c'est le pays où il y a eu le premier institut biologique de la race, au monde, avec le soutien non pas juste, de la droite, conservatrice, suédoise, mais des socialistes au parlement. Enfin bon, donc en fait, tout s'écroule. Tu t'aperçois qu'en fait, les mecs, c'était genre, en gros, la mythologie suédoise, elle était digne de la Waffen-SS avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc en fait, c'est bon, on tombe des nues et les Suédois font des efforts considérables pour qu'on ne parle jamais de cela. Mais l'eugénisme était pratiqué, enfin tout le grand jeu, vraiment, c'est assez incroyable. Et donc, en fait, c'est vraiment une maladie européenne qui vient du fait qu'on a juste pas foutu de faire notre travail, heu, de comment dire? De confronter nos traumatismes, en Europe et que nous baignons dans un suprémacisme blanc, patriarcal, capitaliste qui ne dit pas son nom et dont on moque les gens qui, veulent essayer d'amener ça dans le débat public en France, Ah, tout à fait. heu, comme ma bonne amie, Rokhaya Diallo, se font accuser, se font traiter de tous les noms, diabolisés, on se fout de sa gueule, enfin, c'est juste phénoménal, alors que c'est le b.a-ba du b.a-ba. C'est pas, enfin, ça devrait pas être controversé et Et que en plus, ça demande ouais et en plus, le pire, c'est que ça demande pas forcément énormément. C'est, il s'agit pas de, c'est même enfin, tu vois, c'est toujours transformé en disant, «Il faut battre sa coupe» et cetera et oui, on le dit avec non, Christian, en fait, c'est faut juste grandir, faut vous grandir. mettez juste
2 minutes de côté, enfin, je veux dire l'incapacité de nos élites là, de ces hommes, blancs, enfin, on en fait partie avec Christian, on rigole d'ailleurs à propos de ça, puisque là on est tous, voilà, on est dans la catégorie, terrible des mâles cisgenres, de plus de 50 ans. Hem, mais en fait, ils sont pas capables de se mettre une fraction de seconde de côté. C'est-à-dire, heu, de juste écouter l'autre, le point de vue de l'autre, essayer de le prendre et de ne pas être toujours dans une position défensive et cetera. Qu'ils ne supportent pas, c'est une idée parce que excuse-moi, je vais repartir totalement en arrière parce qu'il y a un truc que tu m'as dit qui m'a choqué, dans le bon sens du terme, c'est les gens qui te disaient: Tu as peur d'être un des perdants, tu n'es pas assez brillant». Ouais. En fait, le système aujourd'hui tel qu'il tient, il tient quand même beaucoup par du détournement d'intelligence et de vie et de créativité. Moi, j'ai 2 personnes comme ça dans mon entourage, un ami de Berlin et le mari d'une tante, qui auraient rêvé d'être chercheurs, en physique. Les 2 d'ailleurs, les 2 en physique. Ils ont essayé, d'avoir des postes, mais il y avait l'un en Angleterre, l'autre en Allemagne, il y avait vraiment des coupes dans des dans des universités. Là, lui, il était à 2 doigts d'avoir un poste à Leeds. C'était son rêve. Mon oncle, c'était son rêve à Leeds et cetera. Bon, bah, il l'a pas eu, il a fini qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a bossé dans la finance, à Londres. Alors comme il est bon en maths, il avait créé une sorte de truc, mais complètement foireux. Faire, je sais pas quoi, en fait, un programme informatique qui permettait de faire de la spéculation, enfin bon, bref. Moi, je le voyais quand j'allais chez ma tante, pour le partir le matin pour prendre le train pour aller à Londres avec sa petite valise. Il était pas heureux, hein. Il était pas heureux. Alors par contre, il a beaucoup gagné d'argent, hein, ce que je veux dire, c'est que et à Berlin, pareil, il est planeur maintenant. Il fait partie de ces gens qui restructurent des entreprises, à distance, c'est un boulot horrible qu'il a mon pote, à Berlin, heu, mais il aurait 10 fois plus préféré, être, chercheur en physique, ce que je veux dire, c'est qu'il y a le système, c'est quand même une toute petite minorité qui domine et qui détourne beaucoup d'intelligence, de bonne volonté, de gens qui auraient pu faire autre chose et cetera et ça aussi, c'est terrible. Ça aussi, c'est terrible parce que, donner la possibilité on est quand même dans des pays qui ont plein de ressources, qui ont plein de créativité. Oui, il y a on va dire l'élite, visible, elle veut rien lâcher. Et d'ailleurs, elle nous le fait bien savoir et elle nous le fait bien payer qu'elle ne veut strictement rien lâcher. Mais il y a plein de gens qui ont dépassé ça. Je pense, enfin, j'ose le croire, plein de gens qui ont dépassé ça, qui veulent des vies normales, simples. On n'a pas besoin d'imposer à tout prix sa supériorité sur l'autre. On n'a pas besoin à tout prix de parce que ce que ne supporte pas, heu ce que toi tu dis effectivement, ce que ne supporte pas, on va en faire un sujet comme ça, ce sera plus simple. Ce que ne supporte pas le suprémacisme, patriarcal blanc capitaliste, c'est pas de ne pas pouvoir être supérieur, c'est que ceux qu'il considère comme des groupes inférieurs ne le valident pas dans l'idée qu'il est supérieur. Alors ça, C'est il ne le supporte pas ça les et rend c'est fous. ça, c'est à ça qu'on est confronté là actuellement. C'est-à-dire comme ils ne le supportent pas, que c'est, ils vont aller d'autant plus loin dans l'abus, dans l'accaparement et cetera, ah bah, comme si inconsciemment on disait: «Vous voulez pas accepter qu'on est supérieur? Eh ben, vous allez voir ce que vous allez voir. Heu, on va être encore plus riche, on va être encore plus odieux, on va être encore plus grotesque». Et d'ailleurs le symbole du grotesque c'est Trump, mais il y a une explication sociologique au grotesque. C'est ce qu'on dit au début bien sûr, dans l'introduction et on peut faire franchement une sociologie du grotesque. Donc là, on est à ce moment-là, du développement social, de l'histoire, de nos sociétés et c'est vrai que du coup, on est beaucoup à avoir le sentiment, à quelques générations qu'on appartienne, qu'on est vraiment à la croisée des chemins. On est vraiment à la croisée des chemins. Là, à un moment Non, donné, moi je pense que je veux rebondir là-dessus parce que je pen c'est vraiment un message que je veux transmettre à la jeunesse, c'est que nous sommes à la croisée des chemins et que les élites, hem, j'ai une copine brésilienne qui m'a appris il y a quelques années un concept que je qui m'a vraiment,
qui a transformé mon regard sur le monde parce que je butais contre les limites du schéma nord-sud. Et en fait, elle m'a dit: «Non, non, non, t'inquiète pas, c'est normal. Parce qu'il faut comprendre, il y a le nord du nord, il y a le sud du nord, il y a le nord du sud et le sud du sud. Et c'est pas c'est pas géographique, hein. Donc le nord du nord, c'est les élites, du monde industriel, Masculine. heu, masculines, principalement et qui sont alliés, étroitement avec les élites du sud. Bien Mmh. sûr. Et en fait, ce que tout ce beau monde, le nord du nord et le nord du sud craint plus que tout, c'est que le sud du nord et le sud du sud se retrouvent. Et aujourd'hui, grâce notamment à des gens, comme, les dirigeants iraniens, je trouve, ça n'engage que moi, je trouve on est en train d'être forcé de regarder la réalité du monde en face. Et cette réalité, c'est que en France, on nous gaslight, toutes ces élites nous gaslight en nous faisant croire que nous sommes une minorité, alors qu'en réalité, nous représentons au bas mot enfin 8 ou 9 êtres humains sur 10. Je suis tout à fait C'est d'accord. ça la réalité. Ah, bien sûr, bien sûr. Mmh. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'on arrive aussi longtemps, on a réussi à nous faire croire aussi longtemps qu'on était des sortes de gens un peu barrés, un peu marginaux de la marge, mais c'est pas vrai. En fait, le secret le mieux gardé de nos élites respectives, c'est qu'en fait, nous sommes presque tout le monde et ils ne sont personne. Et donc ça me donne espoir. Maintenant, peut-être pour finir, on peut finir sur un concept que j'ai trouvé vachement intéressant, hem, parmi les moultes idées que vous développez dans le bouquin. C'est cette idée si je peux pas dominer, ça va être la doctrine Samson. La doctrine Samson, c'est ce qu'on appelle, c'est la manière dont, la Palestine occupée, enfin le régime sioniste a utilisé pour, parler de sa doctrine nucléaire. Donc on s'est aperçu dans les années 80 et puis ensuite, grâce à des whistleblowers très courageux qui l'ont payé vraiment de trucs abominables qu'on leur a fait subir, si ce n'est la mort. Hem, mais bon, ça a commencé à sortir, dans les années 80, les origines du programme nucléaire, israélien, l'existence d'ogives, l'existence de la centrale nucléaire, qu'on connaît bien maintenant, parce qu'elle est voilà, elle est elle est, moi je pense heureusement, dans le collimateur des Israéliens, parce que je dis heureusement parce que je pense que c'est ce qui nous préserve sans doute notamment d'une explosion, nucléaire, en Iran. Heu Ces révélations dans les années 90, elles ont été complétées par un travail de recherche remarquable, d'enquête, faite par un journaliste américain incroyable qui s'appelle, Seymour Hersh. Et qui a, je crois, nommé un bouquin, La doctrine Samson, où il explique en fait que non seulement, Israël a un programme nucléaire, non seulement, heu, les ogives sont pointées sur Téhéran et Le Caire et Riyad, mais en réalité, ces missiles sont pointés également vers Moscou, Paris, Londres, voire sans doute, en direction de la côte est américaine. Et l'idée, c'est que, voilà, si jamais ça part vraiment en sucette, si jamais on est vraiment à 2 doigts de se faire désintégrer, ben, vous y passerez tous. Donc comme Samson dans Samson et Dalila qui, grâce à sa force prodigieuse, fait s'écrouler le temple avec tous ses occupants à l'intérieur qui crèvent. Mais j'ai l'impression, en fait, que ce que vous pointez du doigt, c'est qu'en réalité, heu nous faisons face à une sorte de doctrine Samson à l'échelle de l'Occident tout entier. Et ça,
bon, c'est terrifiant, mais c'est aussi pour moi une raison d'espérer. Parce qu'en fait, je pense que, je pense qu'on va voir des comportements de plus en plus sociopathes de la part des dirigeants, occidentaux, mais que, les gens ne vont plus marcher, en fait, qui vont être, qui sont un peu à poil et qu'on va les voir venir. Et donc peut-être qu'on peut finir avec une réponse de chacun d'entre vous sur cette question. Est-ce qu'on est en train de faire face en fait, enfin d'ailleurs vous le dites un peu, hein, mais Ah ce oui, on le chant du dit. cygne, oui, oui, mais absolument. Ce chant du cygne, les chants du cygne, ça peut coûter cher, puisque la bête, devient de plus en plus féroce à mesure qu'elle est, Ouais. voilà. Donc on le voit bien avec Israël aujourd'hui, hein, mais je pense vraiment qu'on est en train de le voir, en fait, dans le comportement de l'Europe, heu, vis-à-vis du reste du monde et les propos complètement consternants qu'on entend de la part des dirigeants européens tous les jours, hein, sur Gaza, sur l'Iran, sur tout. En fait, Merz, comment elle s'appelle? Kaïssa voilà, Kallas, enfin c'est grotesque. Von der Leyen, grotesque. Barrot, Qu'est-ce que pardon? notre ministre Barrot. Oui, alors, enfin, Barrot, honnêtement, je pense que je l'avais même, congédié parce que je suis tellement horrifié par ce qui sort de sa bouche. Le fait que l'autre jour, il se soit réclamé de Golda Meir, je pense que ça a été je sais pas si vous avez vu ça? Ouais, ouais, j'ai vu ça. Enfin, pour moi, c'était genre juste: «OK, je ne peux pas prononcer le nom de cette personne, c'est fini». Et j'ai failli, il y a 1 an, j'ai amené un de mes anciens clients, qui est un chef d'État à Paris et on a failli dîner avec lui. Je pense qu'aujourd'hui, je l'appellerais pour l'insulter si j'avais son numéro. À vous 2 en commençant par Marc. En t'écoutant, ça m'a donné, heu, une idée et enfin, de reformulation de ce qu'on a de ce dont on a déjà parlé, on tourne autour du même problème, en fait. C'est que la plupart des individus, la plupart, des, États, ont intérêt à l'égalité. Dans nos vies ordinaires, on a, je pense, dans une très grande majorité des cas, intérêt à l'égalité. Et ceux qui ont pas intérêt à l'égalité, on dirait qu'ils préfèrent tout détruire plutôt que de perdre un peu au nom de l'égalité, au nom d'une forme de rapport, sain entre les gens et de décence. Donc je pense que malheureusement, on est là. C'est-à-dire, est-ce que ceux qui n'ont pas intérêt à l'égalité, heu, vont entendre raison? On vous demande pas de temps, on vous demande juste un peu en fait, hein, le l'exemple, caricatural, c'est la taxe Zuckman et les débats autour de la taxe Zuckman. On vous demande juste de payer, 2 de votre patrimoine. Voilà, c'est pas grand-chose quand même, c'est raisonnable. Bah, même ça, ils n'en sont pas capables et même à ça, ils répondent par un réflexe de destruction et cetera, de disqualification, donc on en est là. Donc est-ce qu'ils vont, tout détruire? Ils ont cette tentation-là, on le sent, ils le cachent de moins en moins et moi je suis très inquiet, par rapport à ce qui se joue, là, en ce moment, au Proche-Orient. Vraiment, vraiment inquiet. Heu, ou est-ce que la raison va l'emporter? La raison, c'est simplement l'égalité et ça me fait penser à un livre d'Edward Said, que tu as cité, Félix, qui est un auteur que j'adore, que j'ai lu, beaucoup et il y a très longtemps. C'était vraiment une figure quand il était encore vivant, enfin, c'était vraiment une figure de référence, du paysage intellectuel. Enfin, moi, je me suis vraiment construit avec, Edward Said comme grand intellectuel de référence et il a écrit un recueil de textes qui s'appelle «L'égalité ou rien». Mmh. Ça résume tout. Absolument. Absolument. Moi, j'étais tellement fasciné par Saïd, à la fac, que quand je suis arrivé dans l'université, j'ai voulu, aller,
enfin, suivre son cours et il demandait un petit essai pour ce faire. Et en fait, j'étais tellement pas bien, moi, dans ma tête, sans le savoir à l'époque, que le moindre, la moindre possibilité d'un refus, d'un rejet, m'était juste tellement odieuse que je n'ai même pas écrit le Oh, c'est petit texte terrible. en question. C'est tellement débile. Par contre, du coup, j'ai prétendu pendant plusieurs années que j'avais suivi son cours. Et tu as jamais eu la chance de le suivre, en fait? Tu l'as pas vu de mes cours? Oh, c'est Non. triste. Oh, c'est triste, très triste. Mais bon, il est avec moi maintenant. Il Oui, est c'est avec ça. moi maintenant. On l'a vécu. Christian? Ben écoute, moi, vu de ma chapelle, comme on dit, et du monde que je connais le mieux, un peu le monde de la finance, moi, je ne vois que des indicateurs inquiétants. Donc, ça s'extrémise de manière vraiment incroyable. Et je viens de lire là, un bouquin, Marc la connaît, de Marlène Banquet, qui vient de sortir un nouveau bouquin, La finance aux extrêmes, enquête sur le capitalisme autoritaire en France. Et elle avait déjà sorti un bouquin avec un collègue, Bourgeron. Théo Bourgeron. voilà, Théo Bourgeron, il y a 4 ans à peu près. Ouais, ouais. Et là, elle va plus loin et vraiment, elle décrit à quel point la finance devient extrême. Et, et c'est vraiment inquiétant parce que tout ça, c'est détenu par une petite minorité. Et finalement, si je reste toujours sur mathématiques, qu'est-ce qu'on vit? On vit, y compris au niveau fiscal, qui est quand même un niveau terriblement important parce que c'est là qu'on peut faire des choses ensemble grâce aux ressources qu'on génère. Eh bien, on vit pour moi une sorte de véritable, je pèse mes mots, de véritable apartheid fiscal. C'est d'ores et déjà organisé dans le monde entier. Et moi, je trouve vraiment que, puisqu'on n'est pas loin des élections, que les socialistes en France, mais moi, je passe beaucoup de temps en Belgique, les socialistes en Belgique, pareil, et toute la social-démocratie, et les écologistes qui devraient avoir un programme économique terriblement radical si vraiment ils sont cohérents avec ce qu'ils déclarent et ce qu'ils pensent. Ben, je pense que malheureusement, s'ils ne changent pas, ils font le lit de l'extrême droite. Et moi, personnellement, bon, bah, j'ai une génération largement de plus que vous, et je vois à quel point les choses se sont considérablement aggravées à une vitesse qui se précipite. On a vraiment l'impression, on va dans le mur, le camion accélère et on a l'impression qu'il n'y a personne pour arrêter. Pire, pire, puisque, dernier exemple, on achète de l'influence. Donc, par exemple, le transport maritime en France, CMA-CGM, le leader français du transport maritime, il paye en impôt société 1 à 2 au lieu de 25. Il a économisé sur les 4 dernières années 10 milliards. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il investit, mais il investit pour acheter de l'influence aussi. Donc, il s'achète le groupe Altis Média, BFM TV et compagnie, et donc il organise la bonne parole. Et c'est comme ça qu'on entend en permanence ce que vous avez décrit. Hein, enfin, c'est absolument insensé. Insensé, consternant, et voilà. On a tous financé cette acquisition. Mmh. Je pense que clore pour ma part, je vous invite à réagir bien sûr, hein, mais je voudrais, je partage, largement votre constat. Je partage votre, en fait, j'ai envie de, quand même donner un peu d'espoir, aux plus jeunes, qui, qui nous écoutent. J'ai eu une conversation l'autre jour avec mon fils où je lui ai raconté, enfin, c'est pas la première fois qu'il m'entend en parler, mais vraiment cette décision
pas forcément complètement, claires, pas complètement formulées, mais que j'ai faites quand j'avais, son âge, puisqu'il a 24 ans, de dire: «OK, en gros, je vais arrêter de parler de Boukharine et de la révolution russe et je vais rentrer dans le giron parce qu'il faut que je bosse, il faut que je paye mes factures, j'ai pas envie d'être pauvre». Et donc voilà, j'ai pris des décisions et puis petit à petit, ça m'a entraîné, enfin voilà, l'objectif, une fois que j'avais pris cette décision, c'était de gravir la montagne magique qui, il se trouve, est un roman qui se passe, à Davos. Et donc je me suis, voilà, j'en ai fait un peu mon voilà, j'étais à la fois animé par ce désir de succès tel qu'on me l'avait expliqué, heu, qui est en fait, très, qui était une forme de nihilisme, hein, en tout cas qui conduit à une forme de nihilisme, et dévoré par un truc que les jeunes connaissent très bien parce que, grâce aux réseaux sociaux ou à cause des réseaux sociaux façon Instagram, c'est une sorte de faille narcissique, hyper développée, qui conduit en fait à tout organiser dans sa vie pour le paraître et pour, la validation externe, alors que moi, avec le bénéfice de quelques années sans drogue et sans alcool, j'ai pu, me rendre compte que la seule validation qui me permette vraiment de fonctionner, c'est la mienne. Hem et heu et donc j'ai envie de leur dire, en fait, tout à l'heure, Marc, tu as parlé de ce moment, de cette charnière où nous sommes. Je pense que cette charnière, voilà, je veux pas, raconter des salades. On est dans un moment qui est très difficile. On est dans un moment, c'est normal qu'il soit ressenti comme profondément anxiogène par les jeunes. Mmh. Respect. Moi, je me rappelle que il y a des dessins, il y a des épisodes de Capitaine Flamme qui me foutaient qui me foutaient une peur bleue sur l'avenir du monde, et quand je pense à ce qu'ils ont à scoltiner par rapport à ce que moi j'avais, voilà, enfin, c'est dingue. Mais pour ceux qui feront le travail de, digestion historique de qui nous sommes, pour ceux qui, Bien sûr. non pas parce que, encore une fois, comme tu l'as dit, non pas pour se battre la coulpe, mais pour en fait avancer, pour pouvoir avancer, de manière sereine. Pour cela, les BRICS, tous ces gens que nous avons assassinés, violés, pillés, extraits, dont nous avons extrait les ressources naturelles depuis 500 ans, en fait, ils vont pas être aussi cons que nous. Si on leur montre du respect, si on fait le taf de regarder qui nous sommes, heu et je le vois parce qu'en fait, ils ne demandent que ça. Et ils sont très ouverts quand on voit, il y a un type qui est absolument remarquable, un professeur iranien qui passe dans tous les médias mondiaux, depuis le début, enfin depuis des années, mais a fortiori depuis janvier, qui s'appelle le professeur Sayed, Mohamed Marandi. Et en fait, on voit, il y a énormément de gens, et moi, ça me donne beaucoup de 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 d'optimisme de voir qu'il est accueilli sur les podcasts américains et d'ailleurs, non pas juste par les radicaux de gauche, mais par toute une classe que je classerais, les America First, c'est-à-dire les Mmh. gens qui ont voté Trump pour qu'il arrête de faire la guerre et qu'il s'occupe des Américains qui ont des, comment dire, des vues sur la migration qui ne sont pas les miennes, mais dont je respecte le fait, que, voilà, ils sont, c'est des gens qui sont animés pas par mes valeurs, mais qui sont animés par des valeurs que je peux complètement respecter. C'est très frappant de voir des gens comme, je prends un exemple, Judge Napolitano, qui est un type qui a passé, des années sur Fox News et qui aujourd'hui va recevoir Marandi, tous les 3 jours, et il y en a plein. Et donc je veux dire, aux jeunes, en fait, si vous arrêtez d'essayer de plaire
à cette élite de merde qui tient les manettes chez nous et que vous vous tournez vers les gens, vers le reste du monde, en fait, vous êtes les seuls qui pouvaient faire en sorte que l'Europe ne sombre pas dans les années qui viennent. Parce qu'il n'y a que avec vous qu'ils seront prêts à parler. Voilà. Donc ce sera mon message de fin. Non, mais c'est très fort ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Ils ont une chance, c'est qu'ils sont, les nouvelles générations, je pense, purifiées de toutes les merdes que nous, on a eues dans la tête pour beaucoup. Enfin, moi, je me suis dépêtré de beaucoup de trucs à la con que j'avais dans la tête et on l'a tous fait ce travail, plus ou moins. Donc ils sont prêts à vivre dans un monde où la valeur cardinale, c'est l'égalité en dignité et rien n'élève plus que, le respect de soi-même, des autres, de la nature, sans vouloir imposer une quelconque, domination, une quelconque suprématie, il y a rien de plus satisfaisant, je pense. Donc et voilà, mais c'est à construire. Tout est à construire. Non, tout à fait. Christian, le mot de la fin? Je suis d'accord avec ce que vous dites. Je pense qu'il y a un élément important, moi, qui me frappe beaucoup, c'est que les jeunes, notamment ceux qui sont dans leur première période professionnelle, ils ont vraiment un rapport au travail qui est salutairement très différent des générations précédentes. Et ça, c'est sans doute une clé pour se libérer. Et donc ça, pour moi, c'est un des points les plus encourageants et qui permettent d'être optimiste. Bon, si on arrive à lutter contre cet individualisme qui fait que, quelquefois, sur un trottoir, on peut se collisionner pour cause d'appareils numériques qui prennent trop de place, quoi. Voilà. Bien sûr. Messieurs, quel régal de parler avec vous. On aurait pu faire ça pendant encore 2 heures. Moi, j'aurais été très, très content. Mais je veux être respectueux de vos temps, respectifs. Hem, ouais, vraiment, je voudrais rappeler le titre de, votre ouvrage, Pour en finir avec le déni, et dire à tout le monde, courez l'acheter. Je ne sais pas quand il sort quand? Il est sorti hier. Ah d'accord, bon. Et bien écoute, précipitez-vous, c'est vraiment, encore une fois, c'est rare les bouquins qui posent des problèmes. En fait, j'ai pas exprimé ça correctement tout à l'heure. J'ai dit: «Ça pose des problèmes et ça donne la solution». Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est un livre qui pourrait vous déprimer parce qu'il couvre plein de trucs déprimants, mais moi, mon expérience de le lire, au contraire, c'est de me donner courage. Voilà et ça, c'est vraiment, bravo, bravo à tous les 2 et merci, parce que ça m'a fait un bien fou de lire ce livre. Voilà. Bon, bah, ça fait Merci plaisir. beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt.